ce soir, pour une grande première encore une fois, grande première d'Hockey-Rama, ce sera votre rendez-vous du mardi soir, du jeudi soir, du vendredi soir. On parlera du hockey sur glace sous toutes ses formes. On espère en tout cas que vous aurez du plaisir à nous rejoindre très régulièrement le soir entre 20h et 21h. C'est une heure consacrée entièrement au hockey sur glace. Le lundi avec le premier bloc, le mardi avec Hockey-Rama, le mercredi avec Vue des tribunes. C'est vous qui ferez l'émission. Le jeudi, le vendredi Hockey-Rama. Non, le jeudi, pardon. Le premier bloc, deuxième édition. Le vendredi et le samedi Hockey-Rama et le dimanche le club, l'émission consacrée au plus petit club du championnat de Suisse de hockey sur glace. Alors aujourd'hui, pour cette première dans Hockey-Rama, nous allons retrouver un homme que l'on a déjà entendu à l'occasion de nos émissions spéciales que nous avions diffusées à l'occasion de la Coupe des Bains Yverdon. En l'occurrence, Jacques Rebaud, c'est le président des Brûleurs de Loup de Grenoble. Et puis nous ferons également rapidement le point sur l'actualité hockey sur glace de ce mardi après-midi surtout, puisque ce matin ça a été plutôt tranquille. Merci en tout cas d'être venu nous rejoindre. Vous étiez très très nombreux hier soir. Eh bien, on espère que ce sera une bonne habitude que vous prendrez désormais tous les soirs entre 20h et 21h. Et puis n'oubliez pas, à partir de jeudi, il y aura des émissions le matin, à midi et le soir. On commence avec Christophe Willem et on parle hockey sur glace dans quelques instants. Je marche seul, c'était Christophe Willem, reprise évidemment du super tube de Jean-Jacques Goldman. Je vous l'ai dit, on parlerait de hockey sur glace très rapidement et c'est normal, cette émission elle est aussi faite pour ça. Aujourd'hui, Hockey-Rama vous proposera donc d'ici quelques minutes une interview assez longue avec Jacques Rebaud, le président des Brûleurs de Loup de Grenoble, un sacré bonhomme d'ailleurs qui a voulu révolutionner un peu le hockey français en rachetant la formation de Grenoble en 2016, a monté une très grosse organisation qui a désormais
désormais des ambitions même européennes. Ça s'est pas trop bien passé à l'occasion de cette CHL sur les 4 premiers matchs, malheureusement pour la formation de Jacques Rebaud, mais c'est surtout une formation qui domine le hockey français de la tête et des épaules. Ainsi, par exemple, la saison passée, l'équipe a remporté la Ligue Magnus, donc l'élite française a remporté le titre chez les U20, chez les U17 et chez les U15. Donc Jacques Rebaud, d'ici quelques instants, je vous l'ai dit, on va parler hockey sur glace, et c'est normal puisque le championnat va reprendre cette semaine et même va reprendre demain, et nous aurons l'occasion d'en parler à l'occasion de la ligne ouverte que nous vous offrons. Ça sera vu des tribunes, vous aurez l'occasion de nous appeler sur un numéro Didier qu'on vous communiquera demain très précisément, et vous pourrez nous appeler si vous le désirez sur cette antenne. Vous pourrez intervenir sur cette antenne pour parler de tout sujet qui pourrait vous intéresser, lié évidemment au hockey sur glace. Et puis demain, c'est également un grand jour puisque c'est le coup d'envoi du championnat de National League avec un premier match avancé entre les Rapperswil Jona Lakers et les ZSC Lions. C'est un premier départ. Le vrai départ, en fait, théoriquement, ça sera, enfin, c'est pas théorique, c'est même pratique. Ça sera vendredi avec les autres rencontres de la première journée, et notamment Fribourg-Gotteron qui recevra Ambri Piotta, Genève Servette accueillera le HC Davos, Lugano accueille le HC Ajoie, Lausanne jouera contre le HC Bienne, Berne face à Zug et Langnau contre les ZSC Lions. Mais on a aussi tendance à oublier, parce qu'on parle beaucoup actuellement de reprise de championnat dans l'élite suisse, mais on a tendance à oublier un peu vite que la Swiss League reprend également ses droits samedi, et nous aurons comme rencontre Viège contre le Néo-Probu Bâle, La Chaux-de-Fonds contre Getseka Lions, Langenthal contre Winterthur, Turgovie face au HC Sierre et les Ticino Rockets qui accueilleront Holton, qui se présente cette année avec un sacré contingent. Et pour être tout à fait précis, si vous aimez vraiment le hockey sur glace, eh bien sachez que samedi, ce sera également la reprise, mais du côté de la My Hockey League cette fois-ci, notre 3e division. Et je vous donne rapidement les affiches de samedi pour la My Hockey League. En l'occurrence, Seven recevra Martigny, le Néo-Promu Franche-Montagne accueillera Arosa, Lys recevra Coire, Dubendorf recevra Hockey Houteville, Dudingen Bulls, soit le HC Gain si vous le préférez, recevra Bullard, et enfin nous aurons le match entre Frauenfeld et Thun. Voilà pour le programme de ce week-end, mais ça commencera donc déjà demain avec le premier match et l'ouverture du championnat de ex-Ligue Nationale A, désormais National League. Quelques news d'ici quelques instants, on continue avec Metallica.
Voilà le groupe Metallica qui va me permettre de vous rappeler que si le programme sportif vous est concocté par Planète Hockey, eh bien le programme musical vous est concocté par le café-théâtre Le Strap qui possédait déjà d'ailleurs sa radio, Le Strap la radio. Eh bien la musique que vous entendez désormais sur Planète Hockey la radio est concoctée par Le Strap et il y a de tout, de la musique anglaise, francophone, italophone, il y a du vieux, il y a du très nouveau, il y aura vraiment de tout. Là, on a eu l'exemple peut-être de un petit peu plus hard, un des morceaux les plus hard d'ailleurs qu'on a pu écouter aujourd'hui. Voilà, ça c'était pour la parenthèse musicale. Moi, je vous propose immédiatement de reparler hockey sur glace et c'est tout de suite. Alors on va vous parler de hockey sur glace avec les news que vous avez pu peut-être déjà découvrir aujourd'hui sur le site planethockey.com qui est en plein bouleversement, en pleine mutation. Vous allez sans doute encore avoir pendant quelques heures de gros problèmes pour obtenir certaines pages. Vous allez bientôt voir apparaître sous vos yeux ébahis un tout nouveau site avec un rajeunissement du site, on dira ça, et puis vous verrez les contenus vont également évoluer au fur et à mesure des jours et des semaines. Il faudra peut-être un petit peu de temps pour récupérer tout le contenu de l'ancien site, mais enfin vous serez sans doute très rapidement satisfait de ce que va vous proposer planethockey.com d'ici cette fin de semaine à l'occasion de la reprise du championnat. Alors je vous l'ai dit, on va parler hockey sur glace avec quelques news, les quelques news de la journée et principalement en National League avec le HC Ajoie qui va accueillir un nouvel étranger jusqu'à la fin du mois d'octobre. C'est un Slovaque, il s'appelle Martin Bakoš, on le connaît bien puisqu'il a très très souvent affronté l'équipe de Suisse dans le cadre de compétitions officielles ainsi que de matchs amicaux, puisque vous le savez, la Slovaquie est un des pays les plus souvent opposés à l'équipe de Suisse lorsqu'il s'agit de préparer des grandes compétitions. Bakoš jouera donc à Porrentruy jusqu'à la fin du mois d'octobre. Il a signé une entente pour compenser l'absence prolongée du Canadien Jonathan Hazen. On se souvient que Bakoš a notamment évolué pendant 7 ans dans la prestigieuse KHL où il a disputé pratiquement 280 rencontres avec presque 150 points à son actif. Il a également un certain nombre de matchs en équipe nationale et donc presque 200 matchs quand même en équipe nationale. C'est donc un gars expérimenté qui connaît bien Philippe Jeanne, le nouvel entraîneur à Joulot et vice-versa, puisque les deux hommes ont pu fêter un titre national en Extraliga tchèque. C'était lors de la saison 2015-2016. On passe au HC Bienne qui va recevoir l'apport de Guillaume Maillard. Lausanne a effectivement prêté Guillaume Maillard jusqu'en novembre. Vous connaissez la situation actuelle de la formation biennoise avec beaucoup de blessés. Eh bien, il est donc autorisé Maillard à rejoindre immédiatement le HC Bienne et il jouera dès samedi lors du match à domicile contre le GSHC. Pourquoi jouera-t-il seulement samedi et non pas vendredi ? Eh bien, tout simplement parce que le désormais ex-lausannois Maillard aurait été amené à affronter le Lausanne Hockey Club qui reçoit justement Bienne pour le début de la saison et ça ce sont des choses évidemment qui ne se font pas. Donc Maillard du côté de Bienne en tout cas jusqu'à la fin du mois d'octobre. Et puis deux gros chiffres encore, une petite news très rapide avec le HC Davos qui doit déplorer une grosse perte de 2,6 millions de francs pour la saison passée. Et puis une des dernières news également qui est tombée sur le site Planète Hockey il y a de cela quelques minutes. Dominique Bignas de Fribourg-Gotteron a été prêté en licence B à Turgovie pour la saison. Il faut dire que Bignas, qui est détenteur d'un passeport ou d'une licence suisse alors qu'il est tchèque d'origine, n'avait pas vraiment trouvé sa place dans l'alignement de Fribourg-Gotteron. Ça devient de plus en plus difficile pour les jeunes, dans tous les clubs d'ailleurs, de trouver une place. Il a 20 ans Bignas, eh bien il ira donc se faire ses dents du côté
côté de la Swiss League et du côté de Turgovie. Et on pourrait encore vous donner une information venant de Holton qui se renforce beaucoup, et bien qui va pouvoir accueillir Timo Hausener qui disputera donc la saison prochaine dans la ville aux Trois Sapins. Je pense que c'est Lars Leuenberg qui peut se révéler satisfait. On va écouter France Gall et on se retrouve avec Jacques Rebaud d'ici quelques instants. Jacques Rebaud, bonjour. Bonsoir. Je suis très heureux d'accueillir celui qui aujourd'hui a la réputation de vouloir un peu révolutionner le hockey français, de vouloir en faire un sport estimé non seulement en France mais également à l'étranger. Ça vous va comme description ? Ça me va, voilà, avec beaucoup d'humilité, j'ai envie de faire ça et toujours dans le respect d'un système qui est établi, mais oui, ça me va comme présentation. Oh, dans le respect d'un système qui est établi, vous me permettrez quand même de dire que vous êtes le premier, vous n'aimez pas la bagarre, mais vous y allez souvent quand même. Hein. Ouais, on va présenter les choses comme ça. Effectivement, en fait, je supporte pas l'injustice et je vais chercher au fond dans mes racines quand l'injustice est présente et c'est souvent ce qui m'a fait sortir de mes gonds sur certaines situations. Alors, je vais quand même rappeler que vous êtes le président du club champion de France, que vous avez repris le club en 2016. C'est ça. Vous avez racheté le club en 2016. Ça marche pas trop mal pour le moment. Vous avez comme objectif de faire au moins un titre tous les 2-3 ans, d'après ce que je crois savoir. C'est très ambitieux. C'est ça, c'est d'aller. Mais au niveau français, c'est logique quand on a les moyens. Oui, il y a une question de moyens, mais les moyens au sens large, c'est-à-dire qu'il y a effectivement les moyens financiers, mais on a un bel outil qui est notre patinoire, qui est l'une des plus belles de France. Pôle Sud. Voilà, on a un public qui répond présent. On a fait 3006 l'année dernière en moyenne avec quelques mois Covid. Je pense qu'on peut faire encore un peu mieux cette année. Donc oui, on a les moyens et on a les moyens de nos ambitions également parce que sur notre territoire, nous sommes le seul club en élite. Le foot est en 2e division et le rugby en Pro D2. Donc on arrive à garder une place de leader dans le sport, bien que notre sport soit un sport mineur en France. Alors on va quand même justement parler de sport mineur, mais qui rêve de ressortir de cet anonymat, oui. Peut-être grâce à vous justement, oui. Pour bien comprendre toute la problématique. Présentation un peu plus précise de votre part, je vais peut-être être un peu provocateur. Vous êtes du milieu de l'immobilier.
J'ai lu que vous étiez dans le milieu le plus petit des grands ou le plus grand des petits. Je ne sais pas quelle est la version que vous préférez. Oui, alors le plus petit des grands, mais en fait on a vécu au 1er janvier de cette année un bouleversement dans notre organisation puisque... Vous avez été racheté par... Enfin, vous avez vendu à Foncia. C'est ça. Voilà. Et donc du coup, vous devenez un grand. Enfin, participation avec un grand. C'est ça. Alors, est-ce que ça a une influence sur le hockey ? Non, ça n'aura pas d'influence. En fait, j'ai 54 ans et effectivement, l'opportunité s'est présentée, aussi bien financière que pour mes collaborateurs, que pour continuer à faire grandir AGDA et l'intégrer avec des moyens plus importants. Nous étions un groupe d'un peu plus de 400 collaborateurs. Nous étions tout près, puisque nous étions également, notre agence la plus proche de nous était à Ferney-Voltaire. Donc nous étions dans un environnement qui était assez large, mais c'était soit nous devenions des très grands et on continuait cette fuite en avant qui était la croissance, soit on a décidé de marquer le pas. Et donc avec mes frères, on a décidé de marquer le pas et peut-être se concentrer sur d'autres business. Donc on sortira de l'environnement Foncia en ce qui me concerne. Mes frères sont sortis ou en train de sortir. Moi, j'ai un accompagnement jusqu'à la fin de l'année. Et ensuite, voilà, on partira sur peut-être l'Angel Partner ou enfin, d'autres business où on pourra se faire plaisir autrement. Le hockey vous en laisse le temps ? Ou c'est le contraire ? Ouais, je sais pas. J'ai essayé de cloisonner ma vie. Effectivement, le hockey, c'est ma passion. Je suis pas dans le business. Je suis vraiment dans une approche très très ludique. Et c'est un peu un échappatoire en ce qui me concerne. Donc oui, je passe du temps, mais c'est du temps loisir. C'est pas du temps boulot. Très concrètement, je dois passer 2 jours et demi à peu près dans l'environnement du hockey. Et pour le reste du temps, il me reste du temps pour faire du business. Ouais, donc c'est un bon 50% quand même, comme on dit. Enfin, vous avez moins d'heures de travail en France qu'en Suisse. Mais ça, c'est peut-être pas pour les patrons. C'est ça. C'est encore un autre débat. Vous êtes un tennisman à la base. Vous êtes bien. Oui, je suis bien renseigné, mais c'est mon métier. Tout à fait. Non, effectivement, c'est ma passion, c'était le tennis et j'ai toujours aimé le sport de haut niveau. À 20 ans, j'ai compris que je ne serais jamais un grand joueur de tennis, donc j'ai commencé à travailler. Et puis, j'ai découvert le hockey sur le tard, puisque mon gamin n'était pas un joueur de tennis. Et j'ai décidé de l'emmener de lui présenter un sport. Et un jour, il est tombé amoureux du hockey. Et c'est à partir de ce moment-là où je suis entré dans cette machine où je prends beaucoup de plaisir. Bien, parlons maintenant. Alors, maintenant, on vous connaît un petit peu mieux. On voit quelle influence vous pouvez peut-être avoir quand même. Déjà, quand on est président du club champion de France, on a déjà d'office une certaine influence. Mais en plus de ça, vous avez une certaine personnalité. Vous êtes assez présent sur les réseaux sociaux. En Suisse, vous n'êtes pas un inconnu, ce qui est rare quand même pour le hockey français. Vous voyez, on vous prend encore toujours un tout petit peu. On est un peu goguenard parfois, mais finalement sur la glace, vous nous montrez souvent le contraire, et puis c'est vous qui gagnez. Enfin, ça c'est encore un autre débat. Si vous deviez aujourd'hui tracer un peu on va dire l'état de santé du hockey français en général, sans parler des clubs pour le moment, globalement, est-ce que c'est bien organisé ? Est-ce qu'il y a de vraies perspectives ou il faut tout changer ? Non, je pense qu'aujourd'hui on a fait un vrai virage. Je crois et j'ai envie de croire en Pierre-Yves Gerbeau. Je pense que c'est une belle personne. Je pense qu'il a beaucoup d'ambition. Je pense qu'il a compris que la stratégie qui a été produite jusqu'à aujourd'hui n'était pas la bonne et qu'il a envie d'aller dans le bon sens. Donc je crois dans ce projet et j'ai envie de croire en lui. Et quand je dis j'ai envie de croire, on semble lire un doute, mais j'en ai pas. Je vais tout faire pour que Pierre-Yves puisse exister et emmener le hockey à l'endroit où il devrait être en France. Et il devrait être où ? Il devrait être où ? Ça devrait être, à mon sens, le troisième sport en France et loin devant le hand et le basket, et ce qui n'est pas le cas. Parce que c'est un sport qui est spectaculaire, qui a plein de valeurs. Enfin, je ne vais pas vous vendre le hockey, vous le connaissez bien mieux que moi. Mais en tout cas, moi, je l'ai découvert sur le tard et c'est une véritable passion parce qu'il y a de la stratégie, il y a de l'engouement, il y a de l'effort. Enfin, voilà, j'ai des superlatifs qui pourraient s'ajouter pendant longtemps. Mais je crois vraiment dans ce sport et en plus, je pense que quand il est bien filmé, bien amené, il peut produire des émotions qu'on trouve difficilement dans d'autres sports. Donc voilà où il devrait être, c'est un troisième sport. On devrait avoir effectivement le foot, ne sera assez indétrônable. Le rugby, la France était une terre de rugby. Je pense qu'on n'ira jamais les chercher on n'ira jamais chercher les Français sur ces phénomènes. Mais en sport de salle, je pense que ça va être le premier sport de salle et devant le basket, devant le hand et devant le volley, etc. Vous avez raté peut-être, je vais le dire à la française, en 92, avec les Jeux Olympiques d'Albertville, vous avez raté un virage là. C'est certain.
certains, et c'est là où j'en veux à la fédération, parce qu'à un moment donné, il fallait marquer le territoire. Le territoire n'a pas été marqué, des problèmes d'ego avec les médias, parce que quoi qu'on en dise, si demain le hockey doit grandir, ça passera par les médias, ça passera par une professionnalisation de notre organisation. Et à un moment donné, quand on est une fédération, on ne peut pas rentrer en guerre avec les médias comme c'était fait par le passé. Et c'était mes premières joutes avec la Fédé, quand c'est fait 2 fois que nous sommes champions, j'ai envie de vous dire 2 fois consécutives. Entre-temps, ça provoquera un peu la Fédé, parce qu'ils ont souhaité désigner un... Oui, on va parler de Rouen après. Mais effectivement, on a été 2 fois consécutifs champions, mais lors de la première finale, où on va gagner à Rouen en 7, je pense que c'est, en tout cas en termes d'émotion, en termes de suspense, en termes de sport, c'était les plus grands moments du hockey, et puis en France en tout cas. Et lorsque, pour des problèmes d'ego, on diffuse pas ça et on permet pas de partager ces moments avec le plus grand nombre, je pense que c'est pathétique. Et c'est ce qui m'avait contrarié très fort à ce moment-là, et c'est là où j'ai commencé à sortir de mon rang en disant il faut que ça s'arrête tout ça. On va reparler de ça d'ici quelques instants. Je vous propose de faire juste une première petite pause musicale et puis on se retrouve. Merci. Parce que je pense que vous avez encore des choses très intéressantes à nous dire. À tout de suite, Jacques Rebaud. C'est gentil, merci. Ça vient de je ne sais où, c'est comme un compteur dans ma tête. Ça me prend, ça me rend fou, c'est comme un pick-up dans ma tête. Je ne pense qu'à ça, 4, 3, 2, 1, je joue de la musique. Je respire musique, je réfléchis musique, je pleure aux musique. Et quand je panique, je joue de la basse électrique. Je joue de la musique, je sens la musique, je fais l'amour en musique, je t'aime en musique. Et quand je panique, je branche ma guitare électrique. Ça jaillit d'un peu partout, c'est comme un volcan dans ma tête. Parfois je sais pas pour vous, mais moi ça tempère mes tempêtes. Quand je perds mes repères, 4, 3, 2, 1, je joue de la musique. Je respire musique, je réfléchis musique, je pleure en musique. Et quand je panique, je joue de la basse électrique. Je joue de la musique, je sens la musique, je fais l'amour en musique, je t'aime en musique. Et quand je panique, je branche ma guitare électrique.
Toujours avec Jacques Rebaud, le président des Brûleurs de Loups, champion de France de hockey sur glace, Grenoble, donc qui n'est finalement pas si loin de la Suisse et qui doit peut-être être un peu influencé quand même par ce qu'il voit chez son voisin, non, le président de Grenoble? Exactement. Nous entretenons peut-être historiquement par la présence de Christobal Huet à Lausanne, on entretient des relations saines et intéressantes avec ce grand club. On regarde aussi Genève d'un bon œil, qui est à un peu plus d'une heure et quart, d'une heure et demie de notre patinoire. Donc oui, et c'est avec beaucoup d'admiration et beaucoup de respect que je regarde le fonctionnement du hockey en Suisse et je me dis pourquoi pas chez nous. Et on le regarde d'autant plus avec les jeunes parce qu'on parlera peut-être, je ne sais pas si ça fait partie de vos sujets, mais de la formation. Et je pense que ça fait partie aussi de l'avenir de notre club et on a envie de travailler très fort avec la Suisse parce que je pense qu'on pourra peut-être amener ou accompagner certains de nos athlètes vers ce grand championnat. Alors tout à l'heure, on a parlé du premier virage manqué en 92, en 1992 avec les Jeux d'Albertville. On a parlé des sports qui vous sont un peu passés devant et j'ai envie de vous parler du basket qui a réussi à progresser parce qu'il y avait la télévision. La télévision en matière de hockey sur glace, en France, c'est moyen. Il y a même eu un gros coup de gueule il n'y a pas très longtemps parce que la qualité des images ne vous convenait pas. Qu'est-ce qu'il en est exactement aujourd'hui ? Je vous pose la question parce que c'est très intéressé, puisqu'en Suisse, vous avez un système automatique de captation aussi d'images en France, en dehors des playoffs. Et en Suisse, on voulait appliquer la même chose pour la deuxième division suisse, pour la Swiss League. Et je me suis toujours demandé si c'était une bonne chose ou pas. Alors, j'attends votre réponse. J'ai envie de vous dire, c'est un très bel outil pour les professionnels du hockey. C'est-à-dire lorsque je ne peux pas faire un déplacement avec mon équipe, lorsque des coachs regardent, c'est technique, c'est un bel outil destiné à des professionnels. Mais et peut-être que, j'ai envie de vous dire, en Suisse, il y a une meilleure technicité des auditeurs qui trouveront quand même du plaisir. En France, le hockey est un sport, je l'ai dit tout à l'heure, qui reste mineur. On a peu de vrais connaisseurs, ou pas suffisamment. Ce qui fait que lorsqu'on va regarder ce sport filmé avec cette captation automatique, ça enlève toute la puissance, toute la profondeur, toute la virilité, toutes les émotions de ce sport. Et pour ceux qui ont encore l'œil moins averti, ils n'arrivent pas à suivre. Et c'est pour ça que je pense que la captation automatique en France n'est pas le bon sujet pour promouvoir nos sports. C'est un bel outil de travail, c'est parfait pour les coachs, parfait pour les jeunes, parfait pour regarder la tactique, la technique, mais pas suffisamment pour promouvoir le sport. C'est pas un spectacle, c'est un outil de travail. Donc je n'y crois pas en tant qu'outil de promotion, j'y crois comme un outil de travail. Voilà. Ce que voulait pourtant faire la Swiss League et pour finir ce streaming a été il n'y aura pas de streaming cette saison puisque le partenaire s'est retiré et on voit que les clubs se sont mis en difficulté parce que du coup ils pensaient avoir des entrées financières avec ça et du coup il y a des clubs qui sont peut-être même au bord de la faillite à cause de ça. Donc on voit quand même l'importance de la télévision, on voit l'importance du public. Tiens, à propos de public, à l'époque le hockey français c'était avant tout un sport des montagnes. Ce sport des montagnes est redescendu un peu en plaine, on va dire ça comme ça. Est-ce que c'était une bonne chose ? Parce que Grenoble, c'est le mauvais exemple, évidemment. Oui. Vous êtes un club de montagne, mais il n'y en a plus beaucoup, quand même. Alors on n'est pas tout à fait en montagne. On va parler de Gap-Briançon, parce qu'on va fâcher Gap et Briançon, qui sont nos... Donc vous avez eu des Jeux Olympiques, ça nous suffit. Voilà. Bon, non, effectivement, historiquement, nous sommes un club de montagne, et c'est dans cette dynamique qu'on avançait. Mais ça reste quand même une grosse métropole. Mais... le hockey en montagne, aujourd'hui, le hockey coûte plutôt cher, aussi bien pour produire du spectacle en termes de masse salariale, en termes de transport, en termes d'animation. Et aujourd'hui, la montagne n'héberge pas suffisamment de partenaires, de sponsors qui peuvent alimenter l'économie d'un club de hockey. Et en plus, il y a une notion de saisonnalité qui ne fonctionne plus avec les clubs de montagne. C'est-à-dire lorsque vous avez un club, lorsque vous avez Cham, pour ne parler qu'eux, qui sont un club montagne, eh bien, ils ont une activité qui est dense sur quelques mois dans l'année, mais le reste de l'année, ils ont peu de public, donc peu d'intérêt pour les médias, peu d'intérêt pour les médias, peu d'intérêt pour les partenaires, pas de business. Donc effectivement, ils souffrent et ils ont du mal à aller chercher ce complément financier qui leur permet de présenter un produit de qualité sur la glace. Alors justement, comme d'habitude, l'argent, c'est un peu le nerf de la guerre. Il se dit qu'à Grenoble, l'argent, il y en a pas mal quand même. Alors d'abord, vous avez mis de l'argent de votre poche, on a parlé d'1 million d'euros.
Oui, c'est à peu près le Après volume ça. global sur les quelques. Bon, Ce qui reste très raisonnable. C'est un jouet coûteux, disons. Mais ça reste très raisonnable à l'échelle de la Suisse. Mais pour la France, c'est un budget qui représente quelque chose. Vous avez un budget de 4 millions à peu près ? Un petit peu plus, on doit être à 4,5 millions. Ouais. D'accord, c'est le plus gros budget du championnat de France. Oui. C'est logique donc que vous soyez champion. Alors, est-ce qu'on associe à budget, masse salariale ? Je ne sais pas. Parce qu'en fait, c'est pas l'animation ou le spectacle qui est proposé qui fait gagner, c'est la qualité des joueurs qu'on va mettre sur la glace et la qualité du staff. Donc, demain, je sais que nous avons des clubs comme Angers, comme Rouen, qui ont des masses salariales quasiment équivalentes à la nôtre. Et nous, une grosse partie de notre budget part sur la formation. J'ai un budget de 500 000 € de formation, ce qui n'est pas le cas du tout d'Angers ou d'autres clubs. Et j'ai également un budget important d'animation. Aujourd'hui, on travaille sur un mapping qui devrait être dévoilé dans les prochains jours. On a un show son, lumière et feu qui est proposé en début de match. On a des animations sur la glace. Parce que je suis parti du principe que le hockey, je l'évoquais tout à l'heure, le hockey français n'est pas connu. En fait, on n'a pas de vrais connaisseurs de hockey. Donc il fallait trouver une solution pour faire venir les spectateurs dans notre patinoire pour assister à un spectacle. Le spectacle est une partie sur la glace, mais également en dehors de la glace. Et on veut que chaque personne qui vient dans notre patinoire vive une expérience. Je vais vous donner juste un ou deux chiffres que vous comprendrez, qui permettra de voir. On fait venir environ 120 000, 130 000 personnes dans notre patinoire durant l'année. Sur ces 120 000, 130 000 personnes, nous en avons 60 000 qui viennent une fois. Donc la moitié. La moitié viennent une fois. Et on se dit, on fait quasiment full à tous les matchs. Si j'arrive à faire venir ces personnes qui viennent une fois, à les faire venir deux fois, voire de façon exceptionnelle 3 fois, on serait complet avec une liste d'attente sans fin pour venir voir nos matchs. Donc c'est vous dire que c'est à nous de travailler sur nos datas, sur notre information. C'est un vrai business, la commercialisation de nos tribunes. Et c'est par là qu'on va attirer les médias, c'est par là qu'on va attirer la presse, c'est par là qu'on va attirer les collectivités locales. Et c'est par ce biais-là que je souhaite rentrer. Quand on va au foot, quand on va au rugby, on a des vrais connaisseurs en France, on a des vrais connaisseurs de foot, on a des vrais connaisseurs de rugby, et eux, ils viennent voir un match de rugby. Moi, j'ai envie de vous dire, et peut-être pour les Suisses, ça va contrarier cette approche-là, qui sont des vrais connaisseurs de hockey, mais je vais vous dire, j'ai envie qu'ils viennent voir un spectacle, et effectivement, si on a de la qualité sur la glace. Donc, notre budget ne veut pas dire... si je dois faire une image avec le PSG chez nous en France, c'est pas parce qu'on est nos limites on pourrait penser qu'on est nos limites en budget salarial joueur, ce qui n'est pas le cas. Notre masse salariale est équivalente avec les principaux clubs. C'est ce qu'on propose à côté qui est supérieur. Et surtout la formation, j'insiste, surtout la formation. On va parler de la formation dans un instant. Pôle Sud, c'est 4200 spectateurs, oui. Avec une belle équipe que j'ai vu jouer à l'occasion des Hockeyades. Franchement, cette équipe-là, elle a sa place en championnat de Suisse. Alors, on en parlera tout à l'heure parce que est-ce que vous seriez prêt à venir au championnat de Suisse ? Est-ce que vous avez fait des démarches peut-être pour rejoindre la Suisse ? Il y a beaucoup de bruit qui ont couru avec quelques clubs qui seraient intéressés de rejoindre la Suisse et notre deuxième division. Est-ce que vous accepteriez de jouer uniquement en deuxième division suisse ? Enfin, ce sont encore des thèmes que je voudrais aborder d'ici quelques instants. On refait une deuxième pause. Jacques Rebaud et on se retrouve. Merci. Trouver des frissons dans les stades pour guérir nos espoirs malades. Aller applaudir nos idoles, yeah. Pour garder vivantes nos idées folles, yeah. Quelques nuits blanches qui s'enflamment, beautés immortelles sur Instagram. Rêver d'être quelqu'un un beau jour, pour que l'amour nous aperçoive à notre tour. Nous n'avons que maintenant les yeux dans les yeux, qu'importe les emblèmes. Nous n'avons que maintenant la main dans la main jusqu'au bout de nos peines. Si on est ensemble sous le même soleil qui plombe, si on est ensemble sur cette même terre qui gronde, c'est qu'on se ressemble, assez pour se agrandir ensemble. C'est une évidence. Le bonheur ne voit pas nos différences. Mettre la main sur les clés de l'inaccessible, quand on a trop longtemps été invisible. Manger à sa faim, conduire son destin, le rire des enfants
Sommes-nous si différents? D'hier à demain se dansent sur les mêmes rengaines. Si on est ensemble, sous le même soleil qui plombe. Si on est ensemble, sur cette même terre qui gronde. C'est qu'on se ressemble, assez pour se faire grandir ensemble. C'est une évidence. Le bonheur ne va pas nous unir ensemble, sous le même soleil qui plombe. Si on est ensemble, sur cette même terre qui gronde, c'est qu'on se ressemble, assez pour se faire grandir ensemble. C'est une évidence. Le bonheur ne voit pas nos différences. Toujours en compagnie du président des Brûleurs de Loups de Grenoble, Jacques Rebaud. Vous avez parlé d'un élément très important tout à l'heure, c'est la formation. Aujourd'hui en France, on remarque que ça progresse gentiment, mais est-ce que ça progresse assez vite ? En fait, aujourd'hui, le modèle tel qu'il est construit en France est un modèle qui est perverti. Il ne fonctionnera pas. Donc, s'il faut changer, pour être très clair, aucune indemnité de formation nous est proposée, ni par la fédération, ni par les clubs lorsque nos jeunes sont amenés à être transférés. Le meilleur exemple, et c'est celui dont on parle beaucoup, qui est Alexandre Texier, qui a suivi sa formation à Grenoble. Il a été, comme vous le savez, aujourd'hui à Columbus. Eh bien, l'ensemble de sa formation n'a à aucun moment été rémunéré. Et on est dans une sorte de situation pervertie, comme je l'évoquais, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si on n'aide pas les clubs à former, les clubs ne vont pas investir dans la formation, parce que moi aujourd'hui, je l'évoquais tout à l'heure, c'est 500 000 le coût de la formation d'une année pour 30 jeunes athlètes. Il faut savoir que ces 500 000 euros, si je les mets dans mon collectif, on sera encore plus fort. Mais effectivement, on ne construira pas l'avenir. Et aujourd'hui, vous le voyez dans notre collectif, on doit avoir 7 jeunes ce soir, ou 8 jeunes qui jouent. Il y a mon fils d'ailleurs qui joue ce soir, qui sont issus de la formation et qui sont issus de notre formation. Mais lorsque les jeunes sont formés compte tenu des règles françaises, notamment l'obligation de faire jouer 10 joueurs formés localement dans notre collectif, eh bien, nos jeunes, dès qu'ils sont formés, eh bien, les clubs voisins, ou même pas voisins, les clubs de notre compétition, de notre championnat, viennent lorgner sur ces jeunes, ils viennent les récupérer. Et ils peuvent les récupérer à moindre coût ou sans coût aucun. Et cet errement fait qu'à un moment donné, les clubs n'ont pas intérêt à former. Ils viennent se servir gratuitement, ce que nous a coûté. Alors quand vous comptez 30 jeunes, 500 000, c'est 15 000 euros par an. Un cursus de formation, c'est entre 3 et 4 ans, c'est entre 50 et 60 000 euros pour former un gamin. Et bien quand on n'a pas fait cet investissement de formation et qu'on vient récupérer un gamin après les 4 ans, eh bien on vient voler 60 000 euros à notre club. Et quand ça se passe une fois, quand ça se passe 2 fois, quand ça se passe 3 fois, ça commence à m'agacer, quoi. Vous me permettez d'être un peu provocateur. Vous formez des jeunes, mais de l'autre côté, par exemple, vous engagez dans les buts un Yacoubek qui arrive en fin de carrière, qui est sans doute le gardien le mieux payé du championnat de France, et qui ne termine pas meilleur gardien français de la saison. Si, regardez sur les stats, il était devant Pintarik. Non, c'est un mélange en fait. Alors, c'est un mélange. Alors, notre deuxième gardien... Vous n'avez pas de gardien ? Alors... Deux choses. Vous m'avez dit que ça, je provoquais. Non, mais c'est très juste. Alors, Raphaël Garnier, qui est un jeune qui n'a pas été formé chez nous, mais qui est un jeune gardien, et le deuxième gardien, et le gardien qui a joué le plus, le backup qui a joué le plus cette saison, il a fait 19 matchs sur les 44 matchs de saison régulière, donc il a quasiment joué un match sur 2. Donc ça, c'est un élément. Effectivement, notre formation est jeune et n'a pas forcément travaillé sur la qualité des gardiens. En fait, nos gardiens qui arrivent sont un peu jeunes, et nous avions d'ailleurs, et la question va bien, parce que nous avions formé un jeune gardien qui s'appelle Junka, qui est le gardien de Gap, cette année. Junka, on l'a formé. Nous, on avait prévu dans notre plan de formation, parce qu'on n'a pas pléthore de joueurs et de gardiens, dans notre plan de formation, il devait intégrer notre collectif en tant que backup, et puis ensuite pour prendre la cage. Et un club est venu lui promettre la cage 2 ans ou 1 an plus tôt, ce qui fait qu'il nous a échappé. Il est parti à Bordeaux puis à Gap, et donc ça m'a effectivement fortement agacé, parce que dans notre projet de formation, ce gamin devait rester chez nous, mais les clubs n'ont pas eu de mal à lui promettre la Magnus, alors que nous on considérait qu'il n'était pas encore prêt pour prendre la Magnus et qu'il lui fallait une année de gestation ou de SAS avant d'intégrer la grande ligue, et ça n'a pas été le cas. Et deuxième élément, aujourd'hui, est-ce que je vais être provocateur, j'en sais rien, mais
Notre cage, nous devons la confier à un gardien expérimenté. Et aujourd'hui, vous le savez certainement mieux que moi, le poste de gardien est crucial. On l'a vu contre Lausanne il y a quelques jours. Nous avons eu la chance, en tout cas, de les surprendre, mais on les a surpris également par la présence de Yacoub, qui a peut-être effectivement 34 ou 35 ans, mais qui a dû agacer un peu Lausanne, puisque je crois qu'on finit à 48 shoots pour Lausanne, et nous on en a 18, et finalement on vient gagner. Voilà, donc on verra ce soir, puisque ce soir nous mettons notre jeune gardien dans la cage, Raphaël Garnier. On verra s'il est capable de faire aussi bien autant la différence qu'a fait Yacoub la semaine dernière. J'ai vu jouer votre équipe à l'occasion de ces Hockeyades. C'est une équipe de bon niveau qui oublie quasiment maintenant pendant sa préparation qu'il y a d'autres clubs français qui ne jouent que contre des clubs étrangers. Ça veut dire que vous avez le sentiment d'avoir quand même passé un cap. On se prépare surtout pour la CHL. Et juste pour terminer tout à l'heure sur nos anciens, parce qu'effectivement on a plusieurs anciens, mais pour pouvoir faire progresser nos jeunes et les emmener, il faut pouvoir leur permettre de côtoyer ces jeunes, ces anciens. Et donc c'est ce mélange qui est quelquefois compliqué quand un jeune vient prendre la place à un ancien, mais on l'a vécu l'année dernière et c'est comme ça qu'on fait grandir les jeunes. Et à un moment donné, on ne peut pas laisser les jeunes français toujours dans leur zone de confort. Il faut qu'il y ait de la rivalité, il faut qu'il y ait du challenge, et aussi bien pour les anciens que pour les jeunes. Donc c'est ce que cultive de façon très à droite notre coach. Donc c'est aussi notre stratégie. Vous m'aviez interrogé, j'ai pas retenu la... Oui, alors aujourd'hui, je pense que Grenoble est une équipe qui est au-dessus du lot, et du coup, vous payez même le luxe de ne plus jouer contre des adversaires français en préparation. Non, c'est pas ça, c'est que nous préparons la CHL. Pour nous, vous connaissez notre pool et on a effectivement peu d'espoir et beaucoup nous donnent perdant très rapidement. Ce sera peut-être le cas, mais en tout cas, je suis un challenger dans l'âme, je suis un gagnant, j'ai besoin et je ne peux pas m'avouer perdu. Donc nous avons décidé, et surtout avec Jean-François Dufour, qui a planifié notre préparation. C'est donc votre manager, hein. Le général manager, oui. Qui a planifié la préparation. Il souhaitait qu'on puisse tout de suite, ou en tout cas très rapidement, jouer des équipes de bon niveau pour que notre collectif soit tout de suite dans le rythme. Parce que la difficulté, c'est que le rythme qui nous est imposé par certaines des équipes françaises n'est pas celui qu'on va rencontrer en CHL. Et pour éviter d'être surpris, il nous fallait passer par cette préparation. Donc effectivement, Lati, Lausanne, Genève, Kovice, enfin voilà, d'autres grands avec noms. des victoires de prestige contre les Pelicans, oui. contre Lausanne. Oui. Donc voilà, on verra après. Effectivement, toutes ces équipes sont en cours de préparation. On est loin de s'enflammer. On a bien vu contre Lati, on a souffert, on a gagné. On a bien vu contre Lausanne, on a gagné. J'irais bien souffrir aussi en CHL et qu'on gagne, mais on verra. Alors j'ai envie de vous dire que Grenoble, sur ce que j'ai pu voir, avec une bonne préparation, est au niveau de bons clubs suisses. Moi, je vous imagine assez bien en milieu de classement, avec une équipe comme ça. D'abord, ça doit vous encourager, ça doit vous faire plaisir, mais est-ce que c'est un jour possible ? Est-ce que vous avez fait des démarches auprès de la Suisse pour intégrer éventuellement le championnat, comme l'a fait par exemple Genève en rugby, qui se retrouve maintenant en Fédéral 1 ? Est-ce que, bon, il y a encore du chemin, mais est-ce que vous avez tenté quelque chose ? Ou est-ce que vous allez tenter quelque chose ? On n'a rien tenté. J'ai commencé à discuter avec certaines autorités genevoises ou suisses pour essayer de voir s'il y avait des ouvertures. Il y avait un mouvement qui s'opérait dans le championnat de LNB et on souhaitait être opportuniste à ce moment-là. Donc l'idée, la chronologie, c'était d'avoir étudié la faisabilité, puisque pour nous les déplacements seraient sur la même... C'est plus court qu'en France. On sera même sur un périmètre qui sera plus intéressant en ce qui nous concerne. Ouais. Donc il y avait ces éléments-là. Ensuite, ce passage ne pourra pas s'opérer sans l'accord de la Fédération française de hockey, donc ça ne pourra pas être de façon rebelle que ça se fasse, et que ça soit de façon intelligente. Et en tout cas réfléchi. Donc voilà, pour vous répondre, où on a regardé, on a commencé à discuter, mais nous en sommes qu'aux prémices. Et on va voir comment on va se comporter. Mais c'est un objectif ? Je veux mieux. Je ne sais pas si en venant là, ce sera mieux. Donc si en venant là, ce sera mieux, ce sera un objectif. Voilà. Ce que j'ai dit, peut-être sous forme de provocation, et d'autres l'ont pris, mais moi je le disais vraiment avec beaucoup d'humilité, c'est que si le hockey français n'évolue pas, on est tous interdépendants. C'est pas Grenoble contre le reste du championnat. C'est si demain
Grenoble veut grandir, c'est pas Grenoble qui peut grandir tout seul, c'est Grenoble qui va grandir avec tout le championnat. Et à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait si le reste du championnat refuse de grandir? C'est-à-dire qu'on reste dans un environnement qui est concis et on décide de ne plus grandir, ou alors on décide de regarder ailleurs ce qui se passe et voir comment on peut faire pour passer peut-être on évoquait 4,5 millions à 8, à 9, à 10, et après tutoyer des championnats qui soient plus grands. Pour nous, la proximité, c'est la Suisse. Après, est-ce que c'est un autre championnat européen? J'en sais rien. Enfin, voilà. Ou alors, est-ce que peut-être chaque année, c'est d'aller chercher la CHL pour pouvoir jouer la Champions League. Mais là, on sera dans un aléa qu'on peut pas accepter, parce que ça veut dire que chaque année, si on n'est pas champion, on joue pas la CHL, et ça remet en cause tout notre modèle économique. Donc oui, j'en ai très envie, et puis je regarde avec tellement d'admiration ce que font les Suisses que j'ai très envie, ou que j'aimerais énormément pouvoir venir côtoyer ce haut niveau. C'est clair qu'il faut une certaine solidarité de la part des clubs français, mais je ne vous imagine pas partir en vacances, par exemple, avec les dirigeants de Rouen. Alors, j'aurais pu avant quelques coups bas ou quelques mesquineries. Voilà. Après, j'ai beaucoup de respect pour eux. Ce qu'ils ont fait, c'est très bien. Vous contestez toujours le titre attribué à Rouen pendant le Covid? Ah non, mais il n'y a même pas de sujet. Je ne suis même plus en phase de la contestation. C'est, le CNOSF a validé ma contestation en disant oui, il n'y a pas de matière à donner le titre. Et voilà. Pour moi, ok. Celui qui est champion, c'est celui qui gagne le dernier match de la série. Là, en l'occurrence, ils ont perdu en plus le dernier match contre nous. En championnat, il y a 22 matchs. Enfin, on peut pas. C'est ce que je disais lors de différentes joutes. On peut pas galvauder un titre. Et je pense que c'est pour ça que je me suis fâché à l'époque avec la fédération. C'est que je pense que la fédération est garante de la qualité de ce titre. Et alors, de l'appeler. Et vous étiez opposé à la reprise du championnat. Vous aviez fait beaucoup de bruit à l'époque. Alors, la démarche, elle s'est faite en 2 temps. En fait, j'étais opposé, et je l'affirmais haut et fort. On nous demandait de jouer dans une patinoire vide. Et nous n'avions aucun revenu, pas de revenu, etc. Et donc c'était mon combat, c'est-à-dire il faut qu'on arrête le carnage, on se met à fonctionner. C'est comme si on demande à un restaurateur de préparer à manger tous les jours et il n'y a personne qui vient manger. Donc c'est à peu près ça l'image que j'avais. Et donc effectivement je me suis opposé. Après les collectivités de différents territoires ont décidé, ou le ministère a décidé de mettre la pression, il faut continuer, c'est important pour la France, pour le hockey. J'ai dit non, tac, continuons, mais pour le fun. Et c'est ce qui était dit, et tous les clubs étaient dans cette démarche-là. On dit, voilà, on joue au hockey, on réduit la voilure, au lieu de faire 44 matchs, on fait une vingtaine de matchs, juste pour dire à nos ministères qu'on puisse être éligible aux différentes aides et continuer à faire un pseudo-championnat. Et c'était la règle qu'on s'était arrêté. Et puis on arrive à une semaine de ce pseudo-championnat où chacun joue avec ses moyens, sans stratégie. Et on arrive, et là on dit, tiens, ce qu'on va faire, on va faire un simple aller-retour. Toi, il te manque 3 matchs, toi, il t'en manque 2, toi, t'en as joué 5 en plus, c'est pas grave, on va. Et donc on fait une sorte d'amalgame ou d'agglomérat, et on se dit, tiens, on va faire un championnat, et là on sort. Et là, on est en février, on dit, tiens, on va décerner un titre. Je dis, mais c'est pas possible de décerner un titre, on n'a même pas joué le même nombre de matchs. Il y a des équipes qui avaient joué 26 matchs, on en avait joué 18, enfin c'était un imbroglio sans nom. Et là, à un moment donné, on dit, tiens, on va sortir un champion. Et on sort les chiffres, effectivement, Rouen premier, Angers deuxième, et nous troisième, alors qu'à aucun moment, on a joué cette compétition. C'est comme s'il reste 5 minutes d'un match, on dit, tiens, on va arrêter le match maintenant. C'était pas possible. Et c'est là où on n'a pas senti cette solidarité entre les clubs français, parce qu'aussi Angers a tenu à essayer de son côté. Enfin, tout le monde a essayé d'obtenir quelque chose. Ils ont été solidaires, les 11, et ouais. nous, on s'est positionnés en tant que match. Mais après, il y avait une pression tellement forte de la Fédé, il y a eu du copinage. C'est pour ça, quand je vous parlais de vacances, à un moment donné, j'ai discuté avec ces clubs en off, et la version qui m'était donnée n'est pas celle du tout qu'ils ont défendue devant la fédération. Et j'étais tellement meurtri par cela. Et puis, dernière chose, le titre. On parlait de coupe, du club, etc. Mais vous savez, les joueurs, c'est leur CV. Et quand ils ont un petit drapeau, champion de France, ce drapeau, il faut qu'il soit mérité. Et là, aujourd'hui, je considère, et j'en ai qui sont chez moi, dont Nicolas Deschamps, et il en est conscient, il me l'a dit, d'avoir un trophée qu'ils n'ont pas gagné, effectivement. Ils sont contents de l'avoir, ce drapeau. C'est comme ça qu'ils se vendent. Mais ce trophée, ils ne le méritent pas, ils ne l'ont pas. Donc voilà, donc c'était tout, mais c'était mon combat. Je m'en suis expliqué avec Pierre-Yves Gerbeau aujourd'hui, qui a repris le lead de la fédération, et je pense très sincèrement qu'au fond de lui, il est conscient que ma rébellion, elle était légitime. Pourquoi n'êtes-vous pas président de la fédération ? Non, parce que c'est pas là où je prends du plaisir, et je pense que Pierre-Yves est bien meilleur que moi pour cela. Je suis pas du tout politique, et c'est ce qui m'a valu des coups. Et je suis plutôt, et vous avez dit que je suis un garçon de belliqueux, mais quelquefois, mais dans mon business, dans ma vie, je ne l'ai jamais été et je ne le suis pas. Je vous disais, j'ai 450 collaborateurs. En France, le droit du travail est un droit sacré où il y a beaucoup de contentieux. J'ai 400 et quelques collaborateurs et j'ai jamais eu de contentieux prud'homo. Enfin, je suis dans la négociation, dans la conciliation, dans l'approche. Et par contre, ce qui me fait
excusez-moi l'expression, péter les plombs, c'est l'injustice. Et là, il y a eu tellement d'injustices et tellement de mensonges qui m'ont permis d'avoir la juste valeur de certains des présidents de clubs et certains membres de la fédération. Et c'est là que l'on voit votre passion, puisque certains auraient peut-être même tourné le dos à la présidence, même au sport tout court. Le temps passe vite, malheureusement, Jacob. On a fait un petit tour. Ouais, encore une question. Ouais. L'équipe de France, c'est une vitrine, non ? C'est une belle vitrine. Mais enfin, ça devrait être une belle vitrine. C'est une vitrine aujourd'hui, mais pas belle. Ouais, c'est une vitrine pas aussi belle qu'on le souhaite, mais voilà, on va. Je pense que on revient au début de votre interview, c'est la formation. Il faut former, il faut que les jeunes ils soient dans cette école, qu'ils aient envie de rester en France, qu'ils aient envie de jouer au hockey pour la France, qu'ils ont envie d'entendre cette Marseillaise et qu'ils portent ça au fond de leur cœur. Mais ça arrive, là les jeunes arrivent et dans 5-6 ans on aura de quoi briller aussi sur la scène européenne et mondiale avec notre équipe nationale. Qu'est-ce que je dois vous souhaiter en conclusion ? Des belles victoires et continuer à partager des grands moments avec mes joueurs que j'aime profondément. Merci Jacobo. Merci. Voilà, c'était Jacques Rebaud, le président des Brûleurs de Loups de Grenoble. C'était l'invité de Hockeyrama ce soir qui se termine. On espère que vous avez eu du plaisir à suivre cet entretien en notre compagnie. Nous nous retrouvons demain à nouveau sur le coup de 20h, entre 20h et 21h pour Vue des Tribunes. Vous aurez l'occasion, si vous le désirez, d'intervenir en direct sur cette antenne pour parler simplement hockey sur glace. J'aurai le plaisir de converser avec vous et il y a peut-être des sujets à aborder avant le début de ce championnat. Et puis demain, nous parlerons également des clubs tessinois avec Filippo Fritti. Filippo Fritti qui est notre rubricaire, notre correspondant au Tessin. Nous parlerons d'Ambry, nous parlerons de Lugano. Nous l'aurons par téléphone aux alentours de 20h30. Voilà donc pour le programme de demain, Vue des Tribunes. La suite du programme, eh bien, c'est toujours avec Planète Hockey la radio et le Strap la radio. Et puis n'oubliez pas, si vous désirez découvrir les dernières tendances hockey sur glace, les dernières nouvelles du hockey sur glace, alors que nous sommes même en pleine transformation, et vous le verrez sans doute dès demain matin avec quelques premiers changements sur notre site internet, eh bien vous pouvez consulter les pages planètehockey.com et ainsi vous saurez tout sur l'actualité hockey sur glace en Suisse et dans le monde. Excellente fin de soirée à toutes et à tous et à très bientôt. Bye bye. Wanna